Avant de commencer, s'il vous plaît, soutenez la chaîne, mettez un j'aime et abonnez-vous. Tu te moques de moi, Mélissa? Il est 19h30. Je me tenais dans la cuisine, le téléphone collé à mon oreille, la voix déjà tendue par la panique et la rage. Le jardin était illuminé de lanternes en papier, le barbecue encore chaud, et 14 bougies attendaient d'être allumées sur le gâteau d'Emma. Les invités commençaient à s'agiter mal à l'aise dans le jardin. Ma fille faisait semblant de ne pas regarder le portail. « Détends-toi, David. Je suis chez Ryland, je prends juste un verre, » répondit Mélissa, sa voix forte couvrant le brouhaha d'un bar et de la musique en arrière-plan. Je me suis dirigé vers le cellier, essayant de dissimuler ma fureur derrière la porte entr'ouverte. « C'est l'anniversaire de ta fille, ton unique fille. As-tu oublié quel jour on est, ou est-ce que tu fais ça exprès ?» Elle a gloussé. Gloussé comme si c'était moi qui en faisais des tonnes. « Oh mon Dieu, tu es toujours si coincé. Emma ne se souviendra pas de qui a allumé les bougies. Donne-lui juste le gâteau et calme-toi. » Ma main s'est crispée autour du téléphone. « Ne fais pas ça, Mélissa. Ne me ridiculise pas devant notre fille. Et ne fais pas comme si ta note de bar était plus importante que son anniversaire. David, sérieusement, calme-toi. » Non, j'ai été calme. J'ai été patient. Tu as dit que tu serais là pour 18h. Emma n'arrête pas de regarder la porte comme un chiot qui attend quelqu'un qui ne viendra jamais. Tu sais à quoi ça ressemble? On dirait que tu te fiches complètement de ta propre famille. Il y eut une pause, juste assez longue pour me faire penser qu'elle pourrait ressentir quelque chose. Puis sa voix est revenue, séchée sur la défensive. Ne commence pas à me faire culpabiliser. J'avais besoin d'une pause. As-tu la moindre idée à quel point cette maison est épuisante? Tout ce que tu fais, c'est me mettre la pression pour que je sois une petite maman et épouse parfaite. Tu crois que te pointer pour ta fille, c'est un comportement de femme parfaite? C'est juste de l'humanité de base, Mélissa. Elle a ricané. Tu sais quoi? Je ne vais pas continuer. Va allumer les bougies. Joue au héros. Je me casse. Clic. Je suis resté là, figé, l'écran montrant que l'appel était terminé. Je n'ai même pas pu bouger pendant une seconde. Mon sang bouillait, et pourtant je me sentais glacé, comme si quelque chose de vital venait d'être sectionné. Je suis retourné dans le jardin, passant devant les enfants qui riaient, les sourires forcés des voisins, et les questions polies sur l'absence de Mélissa. J'ai donné la même réponse que d'habitude, coincé dans les embouteillages. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Ce n'était pas un simple oubli. Ce n'était ni l'oubli ni le stress. C'était délibéré, un choix, et je pense que j'ai su à ce moment-là, même si je ne l'admettrai que bien plus tard, que quelque chose était déjà brisé entre nous. Irrémédiablement. Je travaille dans le revêtement de sol, des journées de 12 heures, parfois plus, à couper du bois dur, à poser du carrelage, à respirer de la sueur. Un travail honnête, tranquille, qui a payé notre hypothèque, l'appareil dentaire d'Emma, et ce trampoline sur lequel Mélissa avait insisté, disant qu'il rendrait le jardin plus vivant. Je ne suis pas le genre de type qui oublie les anniversaires. Je ne suis pas le genre de type qui s'enfuit dans les bars quand les choses deviennent pesantes. Je pensais que ça comptait. Mais ce soir-là, seul avec ce stupide gâteau aux bougies éteintes, je n'en étais plus si sûr. Parce que quand quelqu'un choisit de ne pas se présenter pour son enfant, il n'est pas juste en retard. Il est absent de la manière la plus profonde, la plus laide. Et ça, ce n'était que le début. Je suis sorti de la cuisine, j'ai affiché sur mon visage un sourire qui ne m'appartenait pas, et je me suis replongé dans la scène d'anniversaire comme si de rien n'était. Le jardin était magnifique. Je dois le reconnaître à Mélissa, son cadeau d'adieu avant qu'elle ne décide que l'happy hour était plus important. Des guirlandes lumineuses clignotaient comme des lucioles au-dessus de nos têtes, et les tables pliantes étaient recouvertes des nappes bleu ciel préférées d'Emma. Nous avions installé une arche de ballon licorne au-dessus du portail, comme elle l'avait demandé, même si elle était officiellement trop vieille pour les licornes. Ses mots, pas les miens. Elle était assise sur le bord de la terrasse, un gobelet en plastique de limonade à la main, discutant avec 2 de ses amis de l'école. Emma a levé les yeux quand je me suis approché, ses yeux noisettes, les yeux de Mélissa, s'illuminant quand elle a vu la boîte dans ma main. « Et, dis-je doucement. Tu es prête ?» Elle s'est levée tout de suite. « L'heure du gâteau. » « Pas encore. »
Je lui ai tendu la boîte. Ceci est pour toi. Je voulais que tu l'ouvres maintenant. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Pourquoi maintenant? Parce que je veux voir ton visage quand tu l'ouvriras, dis-je. Et parce que j'ai un peu besoin de te le donner avant de perdre mon courage. Elle a haussé un sourcil de cette drôle de manière qu'elle tenait de moi. Le menton incliné, la bouche légèrement ouverte comme si elle essayait de ne pas sourire. Papa, tu es bizarre. Je sais. Elle a ouvert la boîte lentement, avec des doigts délicats, comme si elle sentait déjà que c'était quelque chose de spécial. À l'intérieur se trouvait le bracelet, en argent sterling, rien de tape à accent grave-l'œil, mais chaque breloque racontait une partie de notre histoire. La première était une petite balançoire en bois, comme celle que j'avais construite pour elle dans notre jardin quand elle avait 5 ans. La deuxième était un petit renard en argent, son animal préféré. La troisième, une maison miniature avec une cheminée tordue, tout comme la nôtre. Et la quatrième, un petit livre ouvert, parce que chaque soir depuis qu'elle était petite, je lui lisais une histoire jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle pouvait le faire toute seule. Elle n'a jamais vraiment cessé de me laisser faire. Elle l'a tenue dans sa paume, immobile. Je l'ai fait faire sur mesure, dis-je. Ça a pris quelques semaines. Je voulais que chaque breloque ait une signification. Des choses que seuls nous comprendrions. Les lèvres d'Emma se sont entr'ouvertes. Ses yeux brillaient de cette lueur humide qui n'apparaît que lorsque les mots ne viennent pas facilement. « Tu aimes » demandai-je, plus bas maintenant. Elle a hoché la tête vigoureusement. « Je l'adore. » Je l'ai aidé à l'attacher autour de son poignet et elle a continué à le fixer comme s'il avait quelque chose de magique. « Tu te souviens quand je suis tombé de cette balançoire et que tu m'as fait promettre de ne plus jamais sauter du haut » demanda-t-elle doucement. J'ai souri. « Tu as rompu cette promesse environ 300 fois. Mais tu m'as quand même poussé plus haut le lendemain. » Bien sûr que oui. C'est à ce moment-là qu'elle m'a serré dans ses bras. Sans avertissement, sans préparation. Elle a juste jeté ses bras autour de moi et a enfoui son visage dans ma chemise. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, la gorge nouée comme un fil de fer. Elle ne viendra pas, c'est ça, a-t-elle murmuré. J'ai marqué une pause. Mes mains se sont posées sur l'arrière de sa tête, et je n'ai pas menti. Mais je ne l'ai pas confirmé non plus. Je suis là, ai-je dit à la place. Et je le serai toujours. Emma ne s'est pas retirée tout de suite. Quand elle l'a fait, elle a essuyé son visage rapidement et a forcé un sourire. On mange le gâteau avant que l'oncle Matt ne brûle un autre hot dog. J'ai laissé échapper un petit rire. Marché conclu. Les bougies vacillaient dans le vent. Tout le monde chantait. Emma s'est penchée en avant et a fait un vœu sur lequel je n'osais pas l'interroger. Puis elle les a soufflés d'un seul coup. Il y a eu des acclamations et j'ai coupé la première part de ce paradis au chocolat, comme chaque année. Pendant un instant, tout a semblé normal. Pendant un instant, j'ai oublié l'appel téléphonique, la voix de Mélissa résonnant dans ma tête. La trahison était toujours là, enfouie sous mes côtes comme un éclat d'obus. Mais pendant ces 2 heures, je l'ai enterrée plus profondément qu'elle ne m'avait enterré. J'ai donné une autre part à Emma et les regardé rire avec ses amis. Ce rire, léger, incontrôlé, tout à elle. Et c'est là que je me suis souvenu quelle était ma raison, pas Mélissa. Pas le mariage que j'essayais de sauver avec du ruban adhésif et du pardon. Emma, toujours Emma. Quand le dernier invité est parti et que le dernier cupcake a été volé par un raton laveur près de la clôture, je me suis assis seul sur le porche arrière. Les étoiles clignotaient au-dessus des rues tranquilles de Raleigh. Et pour la première fois de la journée, j'ai expiré. Il y avait encore des décombres à venir. Je le sentais comme une tempête qui se formait juste au-delà des arbres. Mais pour ce soir, ma fille avait souri. Elle portait le bracelet, et j'étais toujours debout. La maison était enfin silencieuse. Emma était allée se coucher, portant le bracelet, serrant sa petite pile de cartes d'anniversaire contre sa poitrine. J'avais fait la vaisselle, rangé les restes et éteint toutes les guirlandes lumineuses dans le jardin. Le genre de silence qui signifie habituellement la paix. Ce soir-là, c'était comme si l'air retenait son souffle. Vers minuit, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. J'ai sursauté. Puis sont venus les pas mal assurés, le bruit de talons qui raclent, un sac à main qui tombe sur le sol, et la voix de Mélissa résonnant dans l'entrée. David, devine qui est à la maison. Je suis sorti du couloir juste à temps pour la voir trébucher contre l'îlot de la cuisine,
riant comme si elle venait de gagner à la loterie. « Où étais-tu » demandai-je, la voix basse, fatiguée. « Où étais-tu quand Emma te cherchait par la fenêtre ?» Mélissa a agité la main vers moi comme si j'étais un bruit de fond. « Oh, arrête. Elle a eu son gâteau, non ? Les enfants ne se soucient pas de ces choses-là. Ta fille si. » Elle a grogné, saisissant la bouteille de cidre pétillant laissée sur le comptoir et la louchant. « C'est tout ce qu'on a ? Mon Dieu, cette maison est si ennuyeuse. Mélissa, regarde-moi. » Je me suis approché. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée ?» Elle s'est retournée avec un sourire maladroit. « Parce que je n'en avais pas envie. »« Tu t'entends » sifflai-je. « Ta fille a eu 14 ans et tu as préféré rester dans un bar plutôt que de te montrer pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est là que quelque chose dans son expression a changé. Une lueur. Sombre, méchante, assez ivre pour perdre tout filtre, mais assez sobre pour viser juste. Elle s'est penchée vers moi, l'haleine lourde d'alcool. « Emma n'est même pas ta fille. » Le monde s'est arrêté. Mon pouls martelait dans mes oreilles. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle a ri. Elle a vraiment ri. « Oh, allons, David. Toi. » Elle m'a piqué la poitrine. « Tu n'es pas le père de cette fille. Je veux dire, sérieusement, tu ne t'es jamais posé la question ?» J'ai attrapé son poignet pour qu'elle arrête de me piquer. « Mélissa, arrête de parler. Tu es ivre. » « Non, non, non. » Elle a retiré sa main brusquement et m'a pointé du doigt. Sa voix s'élevant. « Tu es juste trop stupide pour recoller les morceaux. Tu penses qu'elle a tes yeux. Ton sourire ? S'il te plaît. Tu as juste. Tu as cru tout ce que je t'ai dit. Ma vision s'est brouillée sur les bords. Baisse la voix. Emma dort. » Mais Mélissa a continué, plus fort. « J'aurais dû te le dire il y a des années, mais tu étais si fière. Ma fille par-ci, ma fille par-là. Et c'était pathétique. Arrête. » Ma voix s'est brisée. Je ne la reconnaissais pas à Mélissa, arrête, c'est tout. Elle a ri de nouveau, cruellement cette fois. « Tu penses que tu es son père ? Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. » Je l'ai saisi par les épaules. Pas brutalement. Juste assez désespérément pour la forcer à me faire face. « Tu vas te coucher tout de suite. On ne va pas faire ça ici. » Elle m'a repoussé et a failli tomber contre le réfrigérateur. Oh, le papa de l'année est en colère. Elle a souri avec suffisance. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Me punir ? » J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru que l'os allait se briser. « Mélissa, monte. Oh, s'il te plaît. » Elle a levé les yeux au ciel, chancelant en attrapant son sac. J'ai fini de parler. « Débrouille-toi. » Je me suis mis entre elle et le couloir. « À l'étage, maintenant. » Elle m'a fixé pendant une longue seconde, puis a ricané et m'a bousculé, montant les escaliers d'un pas lourd. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre claquer. Puis je suis allé dans le bureau, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Parce que si je ne l'avais pas fait, je n'étais pas sûr de pouvoir me retenir de dire quelque chose qui ne pourrait pas être repris. La maison était de nouveau silencieuse, mais c'était maintenant le genre de silence qui semblait hanter, comme si chaque ombre savait que quelque chose avait été brisé. Je me suis assis par terre, les mains tremblantes, la poitrine serrée, la confession tournant en boucle dans ma tête. Emma n'est même pas ta fille. Pour la première fois en 14 ans, je ne savais plus ce qui était réel. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le sol du bureau jusqu'à ce que le ciel passe du noir au bleu, puis au doré. Le silence de la maison semblait plus aigu à la lumière du jour. Chaque craquement du bois, chaque chant d'oiseaux dehors. Tout semblait être une moquerie. Je fixais le mur, rejouant ces mots un par un, essayant de leur trouver un sens, mais je ne pouvais pas. On ne peut pas désentendre une chose pareille. Au moment où je suis entré dans la cuisine, le café était déjà en train de couler. Minuterie automatique. J'ai versé une tasse avec des mains qui n'avaient toujours pas cessé de trembler, puis je me suis tenu près de l'évier et j'ai attendu. Comme prévu. Vers 8h30, j'ai entendu des pas Mélissa. Elle est descendue lentement, pieds nus, enveloppée dans sa robe de chambre. Ses cheveux étaient emmêlés, du mascara estompé sous ses yeux, comme si les ombres n'avaient pas tout à fait quitté son visage.
Elle s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine quand elle m'a vu. Je n'ai pas dit un mot. Elle est entrée prudemment, se frottant la tempe. Pourquoi ai-je l'impression qu'un bus m'a heurté la tête? J'ai pris une gorgée de café. Peut-être parce que tu as bu pour 2 états. Elle m'a regardé, clignant des yeux. Quoi? Tu es rentré ivre. Tu as manqué l'anniversaire de ta fille. Et ensuite, tu as décidé de faire exploser nos vies. Mélissa a plissé les yeux comme si je parlais une langue étrangère. De quoi tu parles? Tu ne te souviens de rien de la nuit dernière? Je me souviens être entré, je crois. Et tu étais en colère? Son front se plissa. On s'est disputé? Oui. Elle a froncé les sourcils. S'est dirigée vers le comptoir. S'est versé un verre d'eau. À quel sujet? J'ai posé ma tasse. Ma voix est sortie stable. Peut-être trop stable. Tu m'as dit qu'Emma n'est pas ma fille. Le verre dans sa main s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle essaierait d'en rire. De prétendre que c'était une blague, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée là, pas les clignant des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si sa bouche avait oublié comment mentir. Je n'ai pas dit ça, murmura-t-elle. Ce n'est pas. Pourquoi aurais-je dit ça? Tu l'as dit plus d'une fois, ai-je répondu. Tu m'as traité de stupide pour ne pas l'avoir compris plus tôt. Ses yeux se sont posés sur le sol. Non, je ne voulais pas dire ça. J'étais ivre. Je ne me souviens même pas de l'avoir dit. Mais tu l'as dit. J'étais ivre, David, a-t-elle répliqué, plus fort maintenant. Les gens disent des choses folles quand ils ont bu. Tu vas vraiment me le reprocher? Je me suis approché d'elle lentement, en gardant un ton calme. Mélissa, les gens n'inventent pas des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. Ça venait de quelque part. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Pas un mot. Est-ce que c'est vrai? Demandai-je. Je ne le demanderai qu'une seule fois. Sa gorge s'est nouée en avalant. Je ne sais pas, dit-elle doucement. C'était il y a longtemps. C'était confus. Ce n'est pas une réponse. Je ne sais pas, David, a-t-elle encore claqué, reculant d'un pas, je ne me souviens même pas de quel mois c'était, et tu agis comme si Comme si j'avais planifié ça. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis dirigé vers la table, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, j'appelle un avocat aujourd'hui. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. Quoi? Tu m'as entendu. Nous allons découvrir la vérité. Et après ça? Non, David, ne fais pas ça. Sa voix s'est brisée. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas bronché. Si tu voulais que les choses restent les mêmes, tu aurais dû dire la vérité il y a longtemps. Elle s'est effondrée sur une chaise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Tu irais vraiment aussi loin pour quelque chose que je ne me souviens même pas d'avoir dit? Je m'en souviens. C'est suffisant. Pendant les quelques minutes qui ont suivi, nous sommes restés assis en silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin de cris pour être assourdissant. Le genre qui signifiait que quelque chose était déjà terminé. Le cabinet d'avocats était silencieux. Trop silencieux. Le genre de silence où même le bourdonnement de la climatisation semblait être une distraction. J'étais assis en face d'un homme nommé Carl Bridgman. Fin de la cinquantaine, costume impeccable, regard encore plus acéré. Il avait à peine jeté un coup d'œil à l'alliance à ma main avant de faire glisser un épais dossier sur la table, comme s'il connaissait déjà le genre de tempête que je traversais. David, dit-il, la voix égale. Vous souvenez-vous d'avoir signé un accord postnuptial il y a 15 ans? Je me souviens de la dispute qui a précédé, ai-je marmonné. Carl a hoché la tête, tournant à la 3e page du document. Cette clause, ici. Il l'a tapotée une fois. L'infidélité annule le partage égal des biens matrimoniaux. Si un test biologique prouve qu'un enfant a été conçu pendant le mariage mais engendré par quelqu'un d'autre, votre femme renonce à toute prétention sur les biens communs. Je me suis penché en avant. Les relus lentement. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de revoir ça un jour, ai-je admis. C'est généralement le cas, a dit Carl. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Il m'a tendu un stylo. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de poursuivre quoi que ce soit aujourd'hui, mais si vous voulez de la clarté, nous demandons le test de paternité en privé.
Aucune action en justice pour l'instant, juste des résultats. J'ai hoché la tête. David, a continué Karl, plus doucement maintenant. Si Emma est la vôtre, et j'espère qu'elle l'est, alors cela devient une décision morale, pas légale. Mais si elle ne l'est pas. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de la clause avec mon pouce juste sous la ligne concernant l'infidélité qui annulait les droits financiers, et je l'ai envoyé à Mélissa. Je n'ai pas ajouté de message. Pas besoin. Le téléphone a à peine touché la table avant de s'allumer. Mélissa appelait. Je l'ai laissé sonner. Il a vibré encore et encore. Au 5e appel, Karl a haussé un sourcil. On dirait qu'elle a reçu le message 5 sur 5. Je n'ai répondu à aucun appel. Je fixais juste le document. 15 pages signées par 2 personnes qui avaient un jour cru qu'elles n'auraient jamais besoin d'un filet de sécurité. Laissez-la appeler, dis-je. Elle n'a rien à dire que je n'ai pas déjà entendu. Karl s'est adossé, tapotant son stylo. Vous avez un moyen de pression maintenant. Ne laissez pas l'émotion guider la stratégie. Si cela va plus loin, nous le ferons correctement, selon vos conditions. Dehors, la ville de Raleigh bourdonnait de gens vacants à leurs occupations habituelles du mercredi. Mais dans cette pièce, à cette table, j'ai enfin senti que j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis que Mélissa avait choisi un tabouret de bar plutôt qu'un gâteau d'anniversaire, le contrôle. Elle m'attendait quand je suis rentré à la maison, toujours dans sa robe de chambre, assise sur le bord du canapé comme si elle n'avait pas bougé de la journée. Son téléphone était sur ses genoux, le visage pâle, les yeux rouges de ce que je supposais être des heures de larmes ou de panique, ou les deux. À la seconde où la porte s'est fermée derrière moi, elle s'est levée. David, a-t-elle soufflé. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai accroché mes clés au crochet comme chaque soir. J'ai enlevé mes bottes, je suis passé droit devant elle en direction de la cuisine. David, elle m'a suivi, frénétique maintenant. Tu ne peux pas vraiment penser que je pensais ce que j'ai dit. Je t'ai dit que je ne m'en souviens même pas. Ce n'était pas moi qui parlais. C'était l'alcool. J'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau et dévissé le bouchon lentement. Je demande le test de paternité, dis-je sans la regarder. Le silence qui a suivi a été instantané. Creux. Elle a expiré comme si l'air venait de quitter la pièce. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. Tu ne veux pas faire ça. Je me suis enfin tourné vers elle. Pourquoi pas? Elle s'est approchée, la voix tremblante. Parce que et si ce n'est pas ce que tu penses? Et si ça dit quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir? Tu vas briser le cœur d'Emma. Tu vas déchirer cette famille. Cette famille, ai-je interrompu, était déjà en morceaux à la seconde où tu as ouvert la bouche et m'as dit que ma fille n'était peut-être pas la mienne. Elle est ta fille, a-t-elle crié. Tu l'as élevée, aimée, c'est ce qui compte. Et pourtant, tu me l'as jetée à la figure comme une arme. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers moi, mais j'ai reculé. S'il te plaît, David. Je sais que j'ai merdé. Je le sais. Mais je t'en supplie. Ne lui fais pas subir ça. Ne me fais pas subir ça. Je l'ai regardée, cette femme qui était autrefois la personne en qui j'avais le plus confiance, et je n'ai ressenti qu'une froide résolution. J'ai besoin de connaître la vérité, dis-je. Pour moi. Pour Emma. Tu n'as pas le droit de me demander de continuer à faire semblant. Elle s'est laissée tomber sur le canapé comme si ses jambes l'avaient abandonnée. Un son est sorti d'elle qui ne ressemblait pas du tout à Mélissa. Brut, guttural, le genre de sanglot qui essaie de tirer de la sympathie d'un endroit déjà asséché. Je ne voulais blesser personne, a-t-elle murmuré. Tu l'as fait. Et maintenant, je vis dans une maison où je ne sais même pas si ma fille est la mienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on balaie sous le tapis. Elle a levé les yeux vers moi à travers un brouillard de larmes. Alors c'est tout. Tu vas nous déchirer pour quelque chose que j'ai peut-être dit dans un trou noir. Non, dis-je calmement. Tu nous as déchirés. Je demande juste la preuve de ce qu'il reste. Mélissa est restée là, stupéfaite, les lèvres tremblantes. Elle paraissait si petite à ce moment-là, si différente de la femme qui avait ri au téléphone depuis un bar pendant que sa fille l'attendait. Et je n'ai pas eu pitié. Plus maintenant. Le silence dans la pièce s'est étiré, long et amer. Quand je suis finalement monté à l'étage, je n'ai pas regardé en arrière.
Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois, Mélissa savait. Cette fois, je ne bluffais pas. Samedi matin, le ciel était couvert et pour une fois, j'en étais reconnaissant. Le soleil aurait semblé trop cruel pour ce que j'avais à dire. Emma était assise à côté de moi sur le banc, un sac en papier de Bagel entre nous, intact. Ses jambes se balançaient lentement, frottant ses baskets contre la terre. Le parc était calme, juste quelques joggeurs et le grincement lointain d'un enfant sur la balançoire. Mais dans ce calme, mon cœur battait à tout rompre comme si j'étais en procès. J'avais répété les mots toute la nuit dans ma tête, devant le miroir. Mais maintenant, assis à côté d'elle, chaque phrase semblait fausse. Et commençais-je doucement. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas? Elle a levé les yeux vers moi, son regard clair. Oui, papa, je sais. J'ai hoché la tête. D'accord, parce que je dois te parler de quelque chose, et ce n'est pas facile. Elle n'avait pas l'air effrayée. Juste curieuse. C'est à propos de la dispute? Mon souffle s'est coupé. Quelle dispute? Celle dans la cuisine, dit-elle doucement. Cette nuit-là, quand maman est rentrée ivre. Je me suis redressé. Tu as entendu ça? Je ne dormais pas. Elle a tiré sur un fil lâche de sa manche. J'ai tout entendu. J'ai fermé les yeux une seconde, me reprenant. Je ne voulais pas que tu entendes ça. Je suis désolé. Emma a secoué la tête. Tu n'as pas à t'excuser. C'est juste. Je ne savais pas si je devais dire quelque chose. Je l'ai regardée, puis je l'ai vraiment regardée. Cette fille, cette gamine de 14 ans, était plus courageuse que la moitié des adultes que je connaissais. Alors, dis-je, en gardant ma voix égale. Je vais faire un test de paternité, juste pour être sûr. Elle n'a pas bronché. Je sais ce que ça veut dire, a-t-elle dit. J'ai cherché sur Google. Je n'ai pas pu m'empêcher d'un petit rire. Bien sûr que tu l'as fait. Emma a de nouveau baissé les yeux sur ses chaussures. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça dit que je ne suis pas ta fille? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, je lui ai pris la main. Emma, dis-je lentement. Il n'y a rien, rien sur cette planète qui pourrait m'empêcher d'être ton père. Tu m'entends? Elle a levé les yeux, le regard vitreux. Je me fiche de ce que dit un papier de laboratoire. J'ai été là chaque jour de ta vie. Premier pas, genoux écorchés, devoirs de maths, bal de collège où je n'avais pas le droit de surveiller. C'est ça qui fait de moi ton père. Pas le sang. Pas l'ADN. Toi et moi. C'est ça qui est réel. Ça l'a toujours été. Elle a dégluti difficilement. Alors, tu ne pars pas? Jamais. Emma s'est blottie contre moi sans un mot, sa tête reposant sur mon épaule. J'ai enroulé mes bras autour d'elle et pendant un instant, rien d'autre n'existait. Pas de test, pas de trahison, juste ma fille. Mon enfant. Je reste avec toi, dit-elle doucement. Même si maman se fâche, ça m'est égal. Je veux vivre avec toi. Une boule m'est montée à la gorge. On va trouver une solution, d'accord? Ensemble. Elle a hoché la tête, sa voix petite. D'accord. La brise s'est levée, faisant bruisser les feuilles au-dessus de nous. Je les serrai plus fort. Quoi qu'il arrive ensuite, je pouvais y faire face parce qu'elle m'avait choisi, et je la choisirais à chaque fois. Pendant les jours qui ont suivi, Mélissa a joué à la parfaite ménagère comme si de rien n'était. Elle mettait la table chaque soir, préparait un rôti de bœuf avec des carottes, les spaghettis préférés d'Emma avec trop de fromage, elle a même fait des cookies un soir comme si elle essayait de ressusciter une version oubliée d'elle-même. Elle posait des questions à Emma sur l'école, sur ses cours, ses amis. Mais sa voix avait toujours une tension, comme quelqu'un qui lit les lignes d'un script auquel elle croyait à peine. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Emma non plus. Nous gardions nos réponses courtes, civiles, mais il y avait un courant sous-jacent, quelque chose de tranchant. Je surprenais parfois Emma en train de regarder Mélissa, comme si elle l'étudiait, la jaugeait, attendait. C'est un jeudi après-midi que tout a finalement éclaté. J'étais dans le garage en train de remplacer un fusible grillé quand j'ai entendu la première voix s'élever. Pas la mienne, ni celle d'Emma. C'était Mélissa. J'ai fait une pause, puis je me suis dirigé vers la maison, en faisant attention de ne pas claquer la porte.
Sa voix venait de la cuisine. Elle était au téléphone. Il se comporte en martyr, comme un père saint et tragique. S'il te plaît. Il a toujours été dramatique. David se sert juste de ça pour monter Emma contre moi. Typique. Je me suis figé. Non, il ne le dit pas, mais je le vois. Il se fait passer pour la victime. Et Emma, elle gobe tout. Bien sûr qu'elle le fait. Il achète sa loyauté avec de la culpabilité et des discours au coucher. Puis j'ai entendu une deuxième voix. Celle d'Emma. Je le savais. Elle n'était pas forte. Elle était basse, froide. J'ai rapidement descendu le couloir et j'ai surpris la scène en plein déroulement. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'expression de pierre. Le téléphone de Mélissa était toujours dans sa main, mais sa bouche était légèrement ouverte. Prise sur le fait. Emma, dit-elle trop vite. Je ne savais pas que tu étais rentrée. Emma l'a ignoré. Tu penses qu'il me monte contre toi. Mélissa s'est redressée. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. J'ai entendu chaque mot. La voix d'Emma tremblait, non pas de peur, mais de fureur. Tu as menti, tu as fait semblant que tout allait bien. Mais tu parles encore de lui comme si c'était lui le problème. Je suis ta mère, a claqué Mélissa, la fausse chaleur se fissurant. Tu ne me parles pas comme ça. Alors comporte-toi comme tel, a crié Emma. Arrête de mentir. Arrête de chuchoter au téléphone comme si j'étais stupide. Papa ne m'a pas monté contre toi. Tu as fait ça toute seule. Mélissa a claqué le téléphone sur le comptoir. Tu es une enfant. Tu ne sais pas ce qu'impliquent les décisions des adultes. Tu n'as pas à me juger. Je préférerais ne pas avoir de mère, a dit Emma, la voix tremblante maintenant, plutôt qu'une qui traite mon père comme une ordure. Le silence a frappé comme une bombe. Puis Mélissa a explosé. Espèce de petite peste, a-t-elle hurlé. Tu prends son parti après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tout ce que j'ai sacrifié. Assez. Je suis entré pleinement dans la cuisine, la voix ferme. Mélissa s'est tournée vers moi, rouge et tremblante. Tu la laisses me parler comme ça, a-t-elle aboyé. Je la remercie d'avoir dit ce que je retenais depuis longtemps, ai-je dit calmement. Et d'être plus courageuse que nous deux. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu crois que tu as tout compris maintenant, n'est-ce pas, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Juste parce que tu as réussi à la faire choisir ton camp. Il n'y a pas de camp, ai-je dit, la coupant. Il y a juste la vérité et les conséquences. Emma n'a plus parlé. Elle s'est juste approchée de moi et s'est tenue à mes côtés, la tête haute, les yeux vitreux mais sans ciller. Mélissa s'est détournée, essuyant ses yeux avec colère avec la manche de son pull. Personne n'a dit un mot de plus. La cuisine sentait l'ail brûlé. L'air était brûlant de tout ce que nous ne pouvions pas reprendre. Et je savais que cette maison n'était plus un foyer. C'était juste un lieu en attente de réponse. L'enveloppe en papier craft reposait sur le bureau comme si elle pesait 100 kilos. J'étais assis dans une petite pièce stérile du centre de test. Mur blanc, une horloge bon marché qui faisait tic-tac, 2 chaises en plastique et un bureau avec une seule vérité scellée à l'intérieur. Une femme en blouse est entrée, tenant le dossier avec une expression neutre. Elle l'a posé devant moi doucement, comme si elle savait déjà l'étendue des dégâts qu'il pouvait contenir. J'ai hoché la tête une fois en guise de remerciement. Elle m'a fait un léger sourire et est partie. Ma main a plané au-dessus du rabat. Puis je l'ai entendue. La voix d'Emma devant la porte, demandant à la réceptionniste si elle pouvait entrer. L'infirmière l'a laissé passer. Emma est entrée silencieusement, se laissant tomber sur le siège à côté de moi. Tu ne l'as pas encore ouverte? J'attendais, dis-je. Pour moi, pour nous. Elle a regardé l'enveloppe et a expiré. Je suis prête. Je l'ai ouverte. Le bruit du papier qui se déchire m'a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Mes yeux ont parcouru la page. C'était là. Enfoui sous des numéros codés, des marqueurs et un langage médical qui ne cherchait pas à enrober la science. Probabilité de paternité, 99,9%. Emma m'observait. Alors? Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée, alors à la place, j'ai tendu la main vers elle et je l'ai tirée dans mes bras. Elle a laissé échapper un petit hoquet, puis s'est accrochée à moi,
ses bras enroulés fermement autour de mes côtes. C'est ma fille, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque. Tu es ma fille. Elle a souri contre mon épaule. Je le savais déjà. J'ai ri alors. Un rire court, brisé, mais qui venait d'un endroit que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Du soulagement, oui, mais plus que ça, un sentiment de plénitude. Pour la première fois depuis des jours, le sol sous mes pieds semblait réel. Je t'aime, ai-je dit dans ses cheveux. Je t'aime aussi. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce qu'un léger coup à la porte nous interrompe. Mélissa. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur, comme si c'était une réunion brunch qui l'intéressait à moitié. Elle a jeté un coup d'œil à l'enveloppe dans ma main. Alors, a-t-elle demandé platement. Je ne me suis même pas levé. C'est ma fille, ai-je dit. Mélissa a poussé un soupir qui ne sonnait pas comme du regret. Donc ça veut dire que j'ai la moitié. Emma s'est détachée de moi, son visage se durcissant immédiatement. J'ai fixé Mélissa. C'est ça qui t'importe. Je suis juste réaliste, a-t-elle dit en lissant sa blouse. Tu as dit que si elle n'était pas tienne, je n'aurais rien. Eh bien, maintenant elle l'est, donc ça ne tient plus. Je me suis levé, pliant calmement le papier. Tu n'as même pas bronché. Pas un mot sur Emma. Pas une seule excuse. Mélissa a esquissé un sourire sans joie. Je savais que tu ramènerais tout à moi. Non, dis-je lentement. Tu as tout ramené à toi. Depuis le moment où tu es entré dans ce bar au lieu de l'anniversaire de ta fille, depuis la nuit où tu as prononcé ces mots et essayé de prétendre que ce n'était rien, jusqu'à ce moment où tout ce que tu vois dans ce test, c'est un chèque. Je suis toujours sa mère. Non, ai-je répété. Tu es sa mère biologique. Mais ce n'est pas la même chose. Tu as perdu le reste. Elle a croisé les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en va. Les yeux de Mélissa se sont rétrécis. Pardon? J'ai signé le bail ce matin, ai-je dit. Un nouvel endroit. Calme, propre, sans fantômes dans les murs. Emma m'a regardé, surprise, puis lentement, elle a souri. Tu ne peux pas simplement l'emmener, a dit Mélissa. Je ne l'emmène pas. Elle vient avec moi. Emma s'est avancée, relevant le menton. Tu l'as dit toi-même. Tu te fiches de ce que je pense, mais moi non. Je vais avec papa. Mélissa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je suis sorti le premier. Emma m'a suivi de près. Nous n'avons pas regardé en arrière. Ce soir-là, dans le calme de notre nouvel appartement, murs nus, cartons non ouverts, l'odeur de peinture fraîche encore dans l'air, j'ai regardé Emma se blottir sur le canapé, son bracelet toujours au poignet. Elle avait l'air paisible. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge a rendu sa décision. J'avais entendu ces mots dans une douzaine de versions imaginaires, mais rien ne vous prépare jamais au coup de marteau final. Mélissa se tenait à ma gauche avec son avocat, parfaitement composé, pas un cheveu de travers. J'étais assis à côté du mien, les mains jointes, la mâchoire serrée. Il n'y a pas de preuve juridique suffisante pour prouver une infidélité extra-conjugale, a dit le juge, balayant la salle du regard. Par conséquent, Madame Langlais a droit à la moitié des biens matrimoniaux conformément à la loi sur la division des biens de la Caroline du Nord. L'avocat de Mélissa lui a fait un signe de tête discret. Elle n'a pas souri, mais j'ai vu la petite lueur de satisfaction dans ses yeux. Mon cœur n'a pas sombré. Il ne s'est pas envolé non plus. J'ai juste attendu. Mais le juge a continué, se tournant plus directement vers nous. À la lumière de l'instabilité émotionnelle manifestée et du témoignage présenté par la mineure, la Cour accorde à Monsieur Langlais la garde physique et légale exclusive d'Emma Langlais. La tête de Mélissa s'est tournée vers moi pendant une fraction de seconde. Et à cet instant, je jure que quelque chose dans son expression s'est fissuré, juste le temps d'un battement de cœur. Puis ce fut parti. Elle s'est redressée, a murmuré quelque chose à son avocat, et a rassemblé ses affaires avec la même grâce qu'elle aurait pour parcourir les soldes d'un grand magasin. Elle n'a pas regardé Emma, ne m'a pas regardé, elle est juste sortie de la salle d'audience sans un mot. J'ai laissé échapper un long et silencieux soupir. Emma n'était pas dans la pièce. Elle était chez ma sœur, en train de dessiner des fleurs dans un carnet comme si tout ce chaos juridique ne la touchait pas.
Mais je savais que la première chose qu'elle me demanderait serait « Est-ce qu'on va bien ?» Et je serais capable de répondre pour la première fois depuis un moment avec quelque chose d'honnête. Oui, on va bien. Parce que peu importe comment les chiffres tombaient, peu importe ce avec quoi Mélissa repartait, elle ne repartait pas avec ce qui comptait. J'avais ma fille. J'avais la paix. Et alors que je regardais Mélissa disparaître par les portes du palais de justice sans même un regard en arrière, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la rage, pas de la joie, juste de la clarté. Certaines personnes gagnent sur le papier. D'autres repartent avec leur âme intacte. Je pouvais vivre avec ça. 6 mois plus tard, notre appartement ressemble à un vrai foyer. Ce n'est rien d'extraordinaire. 2 chambres, des planchers qui craquent, et une fenêtre dans la cuisine qui laisse entrer une lumière dorée d'après-midi, mais c'est à nous. Emma a choisi les rideaux, bleu clair avec de petites étoiles. J'ai ajouté des plantes dans tous les coins, et elle remplit les murs de ses dessins. Certains sont scotchés, d'autres encadrés. Il y en a un au-dessus du canapé de nous deux nous tenant la main sur une colline. Je ne sais pas ce que la colline signifie, mais je n'ai pas demandé. Elle rit de nouveau, beaucoup. Ce n'est pas le même rire qu'avant. Il est plus plein maintenant, plus sûr de lui. Je me surprends à sourire chaque fois que je l'entends. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Ça me surprend encore. Et j'ai commencé à voir quelqu'un, Claire. C'est une infirmière à la clinique sans rendez-vous près de notre immeuble. Nous nous sommes rencontrés quand Emma s'est tordu la cheville lors d'une compétition d'athlétisme à l'école. Et c'est Claire qui l'a aidée à mettre de la glace. Elle n'a pas essayé de faire la conversation avec moi à ce moment-là, elle a juste souri et a donné une boîte de jus à Emma quand elle a vu qu'elle essayait de ne pas pleurer. Quelques semaines plus tard, nous l'avons croisée au marché fermier. Emma se souvenait d'elle. Elles ont parlé d'art. Maintenant, Claire passe 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, elle amène son chien, Waffle, qui pense d'une manière ou d'une autre avoir le droit de monter sur tous les meubles. L'autre soir, j'ai regardé Emma et Claire rire par terre en essayant de faire porter une chaussette comme un chapeau à Waffle. Et quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas que Claire remplaçait quelqu'un. Elle n'essayait pas. Elle s'intégrait simplement. Elle voyait Emma comme je la voyais. Brillante, créative, têtue de la meilleure des manières. Et Emma la voyait aussi. Lui faisait confiance. La semaine dernière, Emma a demandé si Claire pouvait venir à sa prochaine exposition d'art. Bien sûr, ai-je dit, elle adorerait ça et je le pensais. Le passé vit toujours quelque part en moi. Je ne vais pas prétendre que non. Certains jours, il bourdonne encore sous mes côtes comme un vieil hématome, mais il ne me contrôle plus. Parce qu'ici, maintenant, nous guérissons. Jour après jour, Emma rentre de l'école, jette son sac à dos et dit « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Et j'ai la chance d'entendre chaque mot. J'allume des bougies quand il pleut. Elle met de la musique quand elle fait ses devoirs. Et parfois, après le dîner, nous nous asseyons près de la fenêtre en sirotant un chocolat chaud et sans rien dire du tout, parce que nous n'en avons pas besoin. Il ne nous manque plus rien. Nous sommes là. Et c'est suffisant. Et c'était la fin de mon histoire. Mais avant que vous ne partiez, je dois vous demander quelque chose qui me pèse sur le cœur. Quand Emma a dit à Mélissa, « Je préférerais ne pas avoir de mère plutôt qu'une qui traite mon père comme ça », elle n'a pas hésité. Et en tant que son père, j'étais fier, mais aussi effrayé. Alors, dites-moi honnêtement, a-t-elle bien fait, ou y avait-il une autre manière dont elle aurait dû gérer la situation? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. J'en ai d'autres à raconter.